t'as choisi de faire ce boulot-là, toi? Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre petit salon de discussion mensuel autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant. Ici, une petite heure ou presque où on va causer, débattre, rigoler un peu aussi et répondre à un maximum de questions car je suis sûr que vous en avez plein à poser aux trois joyeux lurons qui m'accompagnent ici en public à l'antenne Paris. Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut ma belle. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Ils ont la bouche pleine, ils sont en train de manger, c'est super. Terry Gilliam, le maudit, le festival de Cannes contre Netflix et l'étonnant projet Oaths de Neil Blomkamp. C'est le programme de ce No Ciné Club 7ème du nom et c'est parti. Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve. Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Et puis pour la première fois, nous sommes en public, on prendra donc aussi quelques questions à la volée ici à l'antenne Paris. Premier sujet du jour. C'était presque devenu une blague, à force on avait fini par ranger le film dans la catégorie ces projets maudits qui ne verront jamais le jour, mais on avait tort d'avoir cessé d'y croire car Terry Gilliam lui ne renonce jamais. La preuve, on devrait enfin voir arriver au cinéma L'homme qui tua Don Quichotte, libre, très libre adaptation du chef-d'œuvre de Cervantes que Gilliam tente désespérément de monter depuis près de 20 ans. On connaît l'histoire, tournage catastrophique en 2000 avec Rochefort et Johnny Depp, immortalisé par le documentaire Lost in La Mancha, tentative de remonter la chose avec Robert Duvall, Ewan McGregor, puis John Hurt, décédé depuis, Owen Wilson, puis Michael Palin, et enfin en 2017 le tournage avec Adam Driver, Jonathan Pryce et Olga Kurylenko. Sauf qu'entre-temps, Gilliam s'est fâché avec son producteur Paolo Branco et que le film est désormais bloqué par une décision de justice attendue pour juin. Est-ce qu'on le verra un jour, ce film, messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Rafik, tu es en train de manger du poulet, donc je te pose pas la question. Écoute, je suis entouré de rouquins, donc je me console comme je peux. Est-ce qu'on verra le film un jour? Oui, je pense qu'on le verra. Paolo Branco n'a peut-être pas ce pouvoir. Il a gagné, la première fois, la première manche en justice pour l'instant. Il a qu'à le mettre sur Torrent et puis on le récupérera tous. Enfin, s'il veut vraiment qu'on voit son film, on le verra. Mais en salle, je veux dire. Mais est-ce qu'on a envie de le voir surtout? C'est ça, est-ce qu'on a envie de le voir? Voilà, c'est ma question. Moi, personnellement, la bande-annonce m'a laissé froid, vraiment. On en parlait juste un peu avant. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre chez certains grands cinéastes, on va dire en fin de carrière. C'est la façon avec laquelle ils abandonnent toute espèce de velléité esthétique. Et depuis basiquement le début des années 2000, Gilliam, à mes yeux, c'est plus rien, quoi. C'est-à-dire que il a des projets qui sont sur le papier très excitants quand on se réfère au film qu'il a fait avant. Mais en termes de soins à apporter, ne serait-ce que simplement qu'à l'image, quoi. Enfin, c'est pas comme si on avait affaire à, je sais pas moi, un Gary Marshall ou un mec comme ça qui a aucun style. Enfin, il y a eu un style Gilliam ultra reconnaissable. Il y a une focale qui porte son nom quand même. La focale 14 mm qu'il utilisait partout pour faire ses grands angles, ces Dutch angles complètement dingues qu'on a dans Brasil, etc. Qu'un style aussi identifiable se soit complètement perdu dans une espèce de comment je pourrais appeler ça, de capture vidéo un peu dégueu, quoi. C'est bon, bref. Et moi je me souviens qu'on avait eu à une époque un scoop qui était passé complètement inaperçu d'ailleurs. On avait publié, c'était sur le site MAD, on avait publié les dessins de pré-production de The Man Who Killed Don Quichotte, qu'on avait eu de façon évidemment plus ou moins illégale. Totalement crapoteuse. Et ce que j'aimais beaucoup dans ces planches, c'était l'amour manifeste des textures, dans le costume, dans les décors. Tu voyais, enfin, dans les effets d'ombrage, etc. Tu sentais que le réalisateur avait demandé au dessinateur de déjà penser le film en fonction des couleurs et des textures, quoi. Et je retrouve pas ça du tout dans la bande-annonce actuelle. Mais est-ce que c'est pas justement les échecs à répétition qui ont tué un peu l'envie de cinéma chez Gilliam? Bonne question. Il y a des gens qui ont souffert toute leur vie de multiples échecs et embardés et qui pourtant se sont jamais départis d'un véritable soin jusqu'au bout. Donc non, je crois. Je m'explique pas ça en fait. Julien? Je pense qu'il s'est aussi confronté, et c'est aussi la problématique qu'il y a à ça. C'est un mec qui... Gilliam, il a besoin d'un certain montant en fait pour faire ses films, parce que il y a ses visions, parce qu'il y a cette ambition-là. Mais lui, son œuvre en fait n'est pas du tout adaptée en fait à cette catégorie de production, et c'est l'histoire de sa vie, de son existence. Et puis
Ça me fait bizarre de dire ça parce que c'est pas du tout mon discours habituel, mais je pense aussi qu'un mec comme Gilliam, il aurait jamais dû toucher au numérique. C'est vrai que c'est dans la bouche. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il quelqu'un qui avait besoin de l'organique. Il avait besoin des effets spéciaux analogiques. C'est-à-dire qu'un film comme Bandy Bandy, qui pour le coup est un petit budget, doit énormément, ou même Jabberwocky, doivent énormément au fait que c'est tourné en live avec des gens qui sont vraiment crades, etc. Quoi. Sur Don Quichotte, moi je pense qu'on le verra de toute façon le film, parce qu'il y a un trop gros manque à gagner, que de toute façon tout le monde en parle, donc ils vont trouver un terrain d'entente, etc. Et que finalement c'est presque un marronnier en fait. C'est la blague jusqu'au bout quand même. Voilà, le film est fini. Déjà sur ce film, effectivement, qui est pour le coup littéralement un film maudit, comme il n'y a eu finalement pas tant que ça en fait dans l'histoire du cinéma. Enfin, je veux dire, à ce point-là, c'est quand même c'est chaud. Ah ouais, c'est kafkaïen. Enfin, c'est surréaliste quoi. Et ça nous aura donné un très bon documentaire d'ailleurs. D'ailleurs, c'est génial, c'est clair, hein, c'est super quoi. Mais moi, mon inquiétude, c'est plus que je pense que Gilliam, et on le voit dans son autobiographie. D'ailleurs, c'est un mec qui a un esprit de contradiction. Et les gens qui ont des esprits de contradiction, ils fonctionnent dans l'adversité. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas de façon basique. Enfin, c'est leur jus en fait. Et je pense que à son âge, il y a plus de la fatigue en fait qu'un jus. Moi, c'est plus ça en fait, ce que je ressens un peu dans cette bande-annonce. Moi, je vais pas faire la critique du film avant de l'avoir vu et tout, mais bien sûr, c'est pas le propos. C'est un film qui semble un peu Jonathan Pryce. Moi, je suis content de le retrouver chez Gilliam et tout dans l'absolu, mais c'était l'acteur de Brésil pour ceux qui n'ont voilà, pas su. Exactement, mais et c'est un visage récurrent du cinéma de Gilliam. Oui, mais c'est pas, il trimballe pas l'univers incroyable. C'est pas je pense que pour incarner un personnage comme ça, il faut quelqu'un d'énorme en fait. Pour le coup, Jean Rochefort apportait un truc. Voilà, totalement. Pour le coup, c'était lui. Qui soit un peu en porte-à-faux là. Il y a une certaine, je pense, j'ai peur de ça, mais en fait, qu'il y ait une certaine lassitude en fait qui soit là-dedans et c'est vrai que les propositions de la bande-annonce, ça fait un peu, on a emballé ça comme on pouvait parce que vraiment on avait envie de l'emballer, et puis parce que le projet existe depuis très longtemps, etc. Je me suis demandé ce qui se passait si qui ouvre du coca. C'est du coca. C'est pas un P, donc. Non, tout va bien. Personne n'a perdu sa dignité. Voilà. T'as peur qu'il soit allé vers la facilité. Voilà, du coup, pas forcément sur la facilité, mais enfin voilà, que ce soit un film d'un monsieur fatigué, ce qui était déjà le cas sur Zéro Théorème, qui est un film fatigué et fatigant. Oui, alors moi je suis pas comme Rafik par exemple. Je trouve que Parnassus, il y a des très belles choses dedans et tout encore, mais dans Zéro Théorème, c'était un film d'un vieux monsieur en fait. C'est ça moi qui m'avait brisé le cœur en fait. C'est que je trouvais que c'était un film d'un monsieur qui déjà abordait des choses qu'il ne comprenait pas parce qu'il faisait pas partie de ce monde-là, et puis d'autre part qui était un peu en bout de course quoi, qui était fatigué quoi. Et moi j'ai très peur de ça quoi. Après j'espère qu'il va gagner, j'espère qu'on verra le film. Quand même, David. Non, j'ai plus grand chose à ajouter en fait. Non, mais je suis d'accord. Tu viens que pour les pizzas en fait. Je suis d'accord sur le fait que en fait, ce qui est particulier avec ce film, c'est que l'histoire, les conditions de son tournage ont complètement dépassé le truc et finalement. C'est presque trop d'enjeux pour un film en fait. Et beaucoup trop d'enjeux pour effectivement une bande-annonce d'un truc où tout a l'air très terne, avec peu d'idées visuelles, peu de choses attractives là-dedans, avec en plus, mine de rien, en fait, le côté tout le monde s'en fout parce que tout le monde est en train de manger. Mais non, je t'écoute. Mais en fait, on se fout du Guillaume, pas de toi. Les requins, ils se tiennent les coups. En fait, au-delà, mine de rien, en fait, au-delà du côté film maudit, en fait, le film s'est pris 10-15 ans dans la gueule et ça, mine de rien, ça compte. C'est-à-dire qu'un projet qui était prêt à tourner il y a si longtemps devient complètement à côté de la plaque aujourd'hui et devient un truc sur lequel, au-delà, en plus du fait qu'il y a le temps qui passe, il y a aussi l'usure des gens qui travaillent dessus. C'est-à-dire que comment on peut croire pendant aussi longtemps à un projet artistique qui a pris tant de bâtons dans les roues
Et voilà, c'est cet épuisement, je pense que c'est ce qu'on risque de trouver dans le film, et ce qu'on a vu aussi dans les deux précédents longs métrages de Gilliam, qui en plus, voilà, on parlait du Docteur Parnassus, qui lui aussi était un film un peu maudit, quand tu te retrouves avec ton interprète. Il a tiré parti, c'est-à-dire que la plus belle idée il a fait quelque chose. C'était le truc fort, en fait. C'est vrai. Et après, là, je rejoins totalement Julien sur Zéro Theorem, qui est catastrophique, quoi. Enfin, il y a vraiment rien à sauver. Enfin, c'est à la fois, il y a une sorte de tentative de direction artistique qui me paraît même décorrélée du projet du film. Enfin, c'est quelque chose d'assez triste, et comme le disait Rafik au début, surtout quand on compare à ce que Gilliam a pu nous proposer par le passé, quoi. J'ai aussi la sensation, si je peux rajouter un truc, Thomas, voilà, comme c'est bien, c'est bon. C'est pas mal. Mais en fait, j'ai un autre truc aussi. Moi, j'ai l'impression que souvent chez les grands cinéastes, ils sont tous hantés par un grand film, en fait, un grand projet qui irrigue leur œuvre et qu'ils n'arrivent jamais à mettre à concrétiser. Et quand ils arrivent à le concrétiser, je trouve souvent que c'est une déception. Gang of New York, en ce qui me concerne, de Scorsese, qui était un film qui l'a habité pendant très longtemps, dont on retrouve des morceaux par-ci par-là et tout avant. Quand il le fait, il y a un côté, c'est trop tard, ou c'est plus à sa place, où il n'y a plus l'énergie qu'il devait y avoir dedans. C'est trop confit, en fait, quelque part. J'ai le même problème avec Alexandre, par exemple, d'Oliver Stone et tout. Et j'ai aussi cette peur-là, en fait, sur le Gilliam. C'est-à-dire que Cervantes, il est là tout le temps, en fait. Il est là dans Munchausen, il est là dans plein de trucs, quoi. C'est toute ça irrigue son œuvre, voilà, en fait, cette thématique-là. Et c'est toujours je trouve il y a on pourrait citer Hook aussi, de Spielberg, parce que Peter Pan, c'était super important chez Spielberg, et puis c'était un truc qu'on attendait depuis très longtemps et tout, puis on a vu ce que ça a donné au final. Il y a toujours un truc qui fonctionne pas, en fait, je trouve, dans ces projets au long cours, qui sont en plus souvent des productions un peu bâtardes, en fait. Est-ce que tu penses à de Silence aussi de Scorsese, qui est le projet qu'il a porté toute sa vie? Non, c'est pas, mais j'ai l'impression que Silence l'a peut-être moins influencé, en fait, sur le reste de ses films. En fait. Du coup, faut pas que Del Toro fasse Montagnes hallucinées. Bien sûr que si, bien sûr que si, c'est obligé. C'est obligé, il a pas le choix. Rafik, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais on va pas revenir sur la carrière de Gilliam. C'était pas le projet. C'était pas le projet. On nous demande, par contre, on a une question de nos amis qui nous suivent en ligne, Xav, qui nous demande si c'était déjà prévu pour Gilliam que l'histoire soit contemporaine. Il me semble que oui. Oui, puisque il s'est rendu compte très vite que c'était pas possible, en fait, d'adapter Cervantes de manière littérale. C'est pas seulement que c'était pas possible, c'était aussi, de le ramener la sensibilité de Cervantes à un public contemporain. Ça reste, c'est pas tout nouveau. Je crois que le personnage qui était incarné par Johnny Depp a changé au fil du temps. Par contre, le personnage de Johnny Depp était un publicitaire, en fait, un mec du marketing. C'est-à-dire, et le fait d'en faire un Sancho Panza, évidemment, c'était un petit appel du pied au public. Il y a aussi un peu chez Gilliam ce côté avec le temps qui s'est un peu aggravé. Ça a toujours été un contestataire, c'est un mec qui était un peu dans l'agitation parisienne de la fin des années 60, on l'oublie, à l'époque où il bossait à Pilote et tout. Il a fait une page pour Pilote, mais pour pouvoir partir au Maroc. Et il a toujours été, on va dire, du bon côté d'une certaine conscience progressiste, si tu veux, qui irriguait naturellement son œuvre, sans que ça paraisse jamais appuyé et lourd. Et plus on approche de la fin des années 90, et plus ça a commencé à devenir un peu papy 68 art qui fait chier à la table. Bref, questionner les valeurs contemporaines, la société de consommation, etc. Mais qui se sent d'ailleurs dans son autobiographie, qui était terrible à ce niveau-là, quoi. Où il y a pas mal de rancœur, et en tout cas il y a un côté... un peu, c'était mieux avant, qui est un peu fatigant. Quoi. Et donc le personnage de Johnny Depp était une façon pour lui de régler toutes les emmerdes qu'il avait eues avec les marketeurs pendant toute sa carrière. Quoi. Et il en a fait un cinéaste maintenant. C'est parce que c'est un cinéaste maintenant dans la nouvelle. Ça pourrait être intéressant. Ça peut être intéressant, effectivement. Le No Ciné Club continue. C'est désormais une tradition avant notre prochain sujet, un petit jeu. Show me what you got. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table, petit questionnaire spécial Monty Python, puisqu'on vient de causer de Gilliam. Et ouais, on a mis le petit chronomètre pour se mettre dans l'ambiance. La réponse c'est The Larch.
Non, c'est pas The Larch. Il n'y a pas de question sur The Larch. Allons-y, 5 questions. Le premier qui trouve va gagner, comme toujours. Première question. Qui sont les 6 membres des Monty Python ? Vous pouvez me les citer ? Graham Chapman, Terry Jones, Terry Gilliam, John Cleese, Eric Idle. Il en manque un. Il en manque un. Oui, je l'ai, je le vois. Salaud, reviens ici. Alors Michael Palin. Oui, bravo Rafik. Deuxième question. Dans le Sacré Graal, pour envahir le château des Français, les chevaliers s'inspirent du cheval de Troie, mais bâtissent un autre animal en bois. Lequel ? Un lapin. Bien sûr, un lapin de Troie. On a notamment retenu du film la fameuse Sainte Grenade, récemment apparue dans Ready Player One de Steven Spielberg. Mais quel est son nom complet ? Holy Grail of je sais pas quoi. Non, les Grenades déjà. Tu parles de très très loin. Holy Grenade. Non. Ah, c'est la Sainte Grenade d'Antioche. Les Holy Grenade of Antiochus. Dans la vie de Brian, quel est le nom du groupe d'activistes indépendantistes que rejoint Brian ? Le Front de libération de la Palestine. De la Judée. Oh là là. Oui, non, c'est pas le Front de libération d'ailleurs. C'est pas le Front de libération. Le Front de la... Attends, parce qu'il y a la toute une Judée, blague. il y a le Front, il y a la Judée, mais c'est pas de libération. Merde. Aïe, non. Je Non. sais plus. Ah, le Front populaire Le Front de populaire. Judée. Le Front populaire de Judée. Mais ils sont pas justement en guerre avec le Front de libération de la Judée. Non, avec Front du- Galilée libre ou un truc comme ça, je ne sais plus, un truc comme ça. Dans Le Sens de la vie, on se souvient avant tout évidemment de la scène de l'explosion du client obèse qui nous avait beaucoup marqué après un repas ponctué de terrifiants vomissements. Mais est-ce que vous vous rappelez du nom de ce personnage ? Oh oui, merde. Oui, ben si, le Ils sketch arrêtent commence pas de par le son dire. nom, justement. Eh Ça oui. rappelle le dire, Mr. Ah ben ça, non, je l'ai pas. Mr. Creosote. Ouais, ok. Voilà, bon bah Rafik, tu t'en es Ah, très bien nul, sorti hein. quand même. Bravo. Ah, mais non, Nora, on l'a pas entendu, il est parti. Bravo à tous, fini de jouer, on continue. Le festival de Cannes pointe le bout de son nez. Alors certes, ça n'aura lieu que dans un mois. On connaîtra demain, le 12 avril, puisque nous enregistrons le 11 avril, la liste officielle des films sélectionnés en compétition cette année. Mais déjà, la polémique, elle, s'est invitée à la fête. C'est une nouvelle fois Netflix qui est au cœur du débat. Grosse tension entre l'organisation du festival et le géant de la SVOD, qui se pique depuis un moment déjà de produire du cinéma du vrai. On en a déjà parlé plein de fois dans cette émission. Et Netflix a attiré à lui des talents aussi divers qu'Alfonso Cuarón, Paul Greengrass ou Jérémy Saunier, qui pourraient tous être privés de croisette, puisque le studio n'a pas trop digéré le fait que ses productions soient apparemment exclues de la compétition et cantonnées à une sélection parallèle. Idem pour le film inachevé d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, restauré par Netflix, qui devait être projeté à Cannes. La plateforme menace de tout annuler et de ne rien montrer du tout sur la croisette. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énième polémique autour de Netflix, messieurs ? Je vais passer la parole à David Honora. Oui, alors comme tu le disais, on en saura beaucoup plus demain Dès matin, demain matin. avec l'annonce de la sélection. Clairement, il y a un jeu de dupes qui doit jouer à la fois entre... En fait, le Festival de Cannes et Thierry Frémaux se retrouvent depuis l'année dernière pris entre deux feux, avec initialement l'année dernière un choix qui était fort de programmer deux films Netflix en compétition, et qui a créé d'énormes soubresauts en France, notamment menés par les exploitants, qui trouvaient ça inadmissible qu'un film qui n'allait pas avoir de sortie salle soit sélectionné en compétition. Du coup, le conseil d'administration du festival avait pris une décision qui a été validée il y a quelques semaines et annoncée par Thierry Frémaux dans une interview au Film Français, qui est une règle selon laquelle pour entrer en compétition, un film doit avoir la possibilité d'une distribution salle. Ce qui est, même dans sa définition, une règle très bâtarde, parce que, par exemple, en 2009 ou 2010, par exemple, le film d'Happy Chapong Veracetacool qui avait gagné la Palme d'Or, Uncle Boonmee, n'a trouvé un distributeur français que le jour du palmarès. Ouais, voilà, c'est ça, le jour du festival. Donc, sur le papier, au moment de sa sélection en compétition, c'était un film qui n'aurait a priori pas pu être sélectionné selon le critère de la sortie salle, sauf si on le prend à l'envers. Et c'est ce que Netflix doit aussi entendre, qui est de dire non, en fait, le problème, c'est pas de ne pas avoir de distributeur, c'est qu'il ne faut pas que le distributeur soit Netflix ou un opérateur de SVOD. Sauf que le truc est bâtard, parce que du coup, si
le film n'a pas de distributeur, ça veut dire que Netflix peut rentrer en jeu à tout moment. Oui. Et notamment, c'est le cas du film d'Alfonso Cuarón, qui était... pendant un moment, on ne savait pas exactement comment il allait sortir, et qui a été une acquisition Netflix assez récente. Qui est en fait un peu leur technique. Qui est leur technique, qui est leur logique. C'est-à-dire qu'à la fois Netflix produit un certain nombre de films, mais aussi fait beaucoup d'acquisitions. Préachète, si j'ai bien compris. Oui, préachète. Oui, c'est ça. C'est vrai que la notion de production, voilà. On en a déjà parlé à propos d'annihilation. D'annihilation, mais aussi l'autre film avec Will Smith. Bright. Bien sûr. Film mémorable, inoubliable. Vraiment très bien. Donc voilà. Et là, on est clairement dans une bataille politique, en fait, où Netflix, en fait, simplement joue ses cartes pour pas être le dindon de la farce et faire en sorte que les films aient la meilleure exposition possible. Peut-être que c'est un coup de bluff parce que ça peut quand même être intéressant pour Netflix d'avoir des films qui sont montrés même hors compétition à Cannes. Sachant qu'il y a aussi d'autres catégories, sachant que Netflix, comme il y a un marché du film et qu'il y a plein de films qui sont sans distributeur à Cannes, il y a aussi il peut très bien avoir des films sélectionnés dans des sections parallèles ou même à la quinzaine des réalisateurs ou à la semaine de la critique qui, pendant le festival, deviennent des acquisitions de Netflix. Donc, ce truc est un petit peu absurde. Il y a aussi l'aspect, biaisé franco-français, qui est que le débat n'est pas vraiment entièrement international et c'est pas la question de sortir au cinéma ou pas, parce que par exemple Okja est sorti au cinéma dans certains pays et dans certaines salles. Non, là, le problème c'est la chronologie des médias en France. Donc il y a le problème de la chronologie des médias, on y revient toujours, qui a été retoqué il y a quelques jours récemment, etc. Donc voilà, donc c'est assez complexe. Il y a derrière un débat de fond sur est-ce que le cinéma peut exister en dehors de la salle. Moi, je pense que oui. Je pense que même en salle, il existe des choses qui ne sont pas du cinéma. Donc, à partir de là, voilà, il y a un rôle du Festival de Cannes, mais j'ai l'impression que celui qui a été pris n'est peut-être pas la meilleure solution et surtout reste trop focalisé sur des préoccupations franco-françaises qui, à mon avis, affaiblissent le Festival de Cannes. Et sur des préoccupations plus symboliques, en fait, qu'autre chose. Parce que la question, effectivement, de savoir à partir de quel moment un film mérite-t-il d'être appelé un film, elle a du sens dans les années 40. Mais dès l'instant où sont apparues d'autres plateformes, il y a des problèmes spécifiques qui se sont posés, qui étaient notamment avec la télévision, le fait que les films étaient plus vus à la télé qu'ils ne le sont en salle. Dès les années 80, les boîtes, les studios hollywoodiens reconnaissaient volontiers, sans aucun problème, que la salle de cinéma n'était qu'une vitrine, c'est-à-dire en gros une exposition du produit qu'ils allaient véritablement vendre ensuite sur les chaînes du monde entier et en vidéo. Là, on est arrivé en 2018, où encore une fois, la sortie salle, elle a plus valeur de symbole qu'autre chose. Il y a une proportion stupéfiante de la population qui n'existe pas pour les exploitants salles. On le voit justement avec des cartons comme Avatar par exemple, dans le monde. On se demande mais comment se fait-il que ces films fassent non pas le double des autres blockbusters, mais le triple, quadruple même. On est à des sommets délirants parce que il s'agit d'une population qui ne va jamais au cinéma. Et cette population qui va jamais au cinéma, qui a dû voir 3 films dans toute sa vie en salle, dès l'instant où tu considères qu'un film n'existe pas s'il n'est pas vu en salle, c'est comme si tu disais ce public-là n'existe pas en tant que public, tu vois. Donc c'est vraiment un combat d'arrière-garde pour moi, et j'aimerais bien vraiment, on le connaîtra peut-être un jour, mais avoir le véritable avis d'un mec comme Frémaux,
sur toute cette affaire, parce que moi, il m'est toujours apparu comme quelqu'un qui était justement de son temps, préoccupé par les mutations perpétuelles de l'objet cinéma, mais en même temps, en tant que président, il a l'obligation de servir toutes les parties en fait qui font Cannes, quoi, si tu veux. Donc il fait dans la diplomatie aussi, hein, donc c'est peut-être pas son avis à lui de jouer ce bras de fer. Effectivement, et puis, Julien, tu voulais peut-être introduire, mais j'allais rebondir là-dessus, et sur le fait que effectivement, il y a aussi une vision très pragmatique du truc, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire la sortie salle, et si c'est pour faire des sorties techniques ou de faire des sorties sur 10 copies pour faire 50 000 entrées sur un film, et que ça, ce truc permettent de donner l'exposition que peut donner le Festival de Cannes, c'est de l'hypocrisie et de l'absurdité. C'est-à-dire que clairement, Okja a bénéficié d'une... Et encore, c'est un mauvais exemple parce que c'est un film qui aurait pu faire des entrées au cinéma, mais énormément de films qui sont dans le spectre et dans les canons de ce qui est sélectionné en compétition à Cannes pourraient très certainement faire des scores de vues, être vus beaucoup plus largement dans le monde que par les canaux de distribution classiques, tout simplement parce que de fait, ça va souvent être des films qui sont entre guillemets un peu en dehors des sentiers battus, donc par définition visent des publics qui sont pas faciles à toucher, et Internet permet ça de mettre de faire rencontrer le film avec un public spécifique. Et ça, réduire le truc à il faut une sortie salle pour que ça soit un film et pour que ça ait l'honneur d'aller à Cannes, c'est un peu absurde. Et juste pour compléter ce que disait Rafik tout à l'heure, l'aspect symbolique de la sortie salle reste quand même présent, cet aspect vitrine, dans le sens où c'est là que sont concentrés les investissements publicitaires, c'est là que le film, tel qu'on est organisé jusqu'à maintenant, apparaît né au monde. C'est-à-dire qu'un film qui sort uniquement sur des plateformes, pour le moment, on n'est pas encore totalement passé dans une bascule où on a conscience que ce film existe. À quelques exceptions près, parce que, notamment avec les films qu'on a traités dans nos cinés, parce que Netflix commence à y donner une exposition colossale. Mais pour le moment, on est dans ce registre-là. Et tout simplement, je pense que ça doit évoluer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit prendre conscience que le cinéma peut naître ailleurs que dans une salle, quitte à retrouver des projections, peut-être faire évoluer aussi la diffusion. Avec le numérique, on peut beaucoup plus facilement transporter des copies et présenter les films. Mais tu vois, dans les habitudes qu'on a prises depuis des décennies, la presse écrite à l'époque où elle existait, c'est un fait. Hein. Non, mais c'est un fait. Ne traitait pas des films qui sortaient directement en vidéo. Bien sûr. Raison pour laquelle... d'ailleurs, c'est un sentiment qui continue à infuser la critique. Mais moi, je trouvais ça aberrant, en fait. Je me souviens qu'à l'époque, en 89, donc, quand The Burbs de Joe Dante est sorti directement chez nous en vidéo, ou Wise Guys de Palma, c'est des films donc, dont la presse française ne parlait pas. Et qui, ensuite, les années suivantes, n'existaient tout simplement plus dans la filmographie de leurs auteurs. On les avait invisibilisés, alors que The Burbs, et je l'ai reconfirmé il n'y a pas très longtemps en parlant autour de moi à des gens qui ne sont pas spécifiquement des cinéphiles, les banlieusards, c'est un film qu'ils connaissent. Il a eu une existence, c'est-à-dire que par son passage sur Canal et ensuite sa mise à disposition en vidéo, pour le public, c'est un film qui existe. Oui. Alors que si tu t'en tiens à la presse, ce film n'a jamais existé. Parce qu'il n'est pas sorti en salle. Donc on est d'accord qu'on est vraiment dans le pur symbolisme là-dedans, et pas comme quelque chose de pratique et de pragmatique. The Burbs qui a d'ailleurs bénéficié d'une très belle ressortie chez Carlotta, un très beau coffret l'année dernière, il me semble. Julien. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, parce que moi, très personnellement, ça me fait suer de me dire que le prochain Quaron, je vais le voir chez moi, je vais pas le voir en salle.
il y a un cérémonial, il y a une distance, tu t'assujettis plus au film, je trouve, quand tu vas en salle, parce que t'es dans une pièce sombre, t'es pas chez toi, t'as pas la tentation d'aller sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, quoi. Donc c'est pas pareil, t'as pas quand même le même rapport au film. Après, le truc, ce qui est complètement absurde en fait dans ce débat, c'est que on a un peu l'impression que Netflix, c'est un peu une création spontanée en fait, que c'est arrivé comme ça parce qu'il y a des grands argentiers qui ont décidé de mettre beaucoup d'argent et de casser le cinéma. Or, moi je pense que Netflix c'est une émanation organique en fait de ce que le cinéma est en train de devenir. Et puis surtout c'est une entreprise assez ancienne pour le coup. T'as pas de débat à avoir en fait là-dessus sur le fait que les films aujourd'hui ils soient sur Netflix. C'est comme ça qu'évolue naturellement le cinéma. Et il se trouve que c'est Netflix parce qu'aujourd'hui c'est eux les plus puissants, mais ça pourrait être Tartampion, ce serait la même chose en fait. Qu'est-ce qui leur a amené cette puissance à Netflix si ce n'est la connaissance de leur public justement. Bah voilà, alors après tout est basé là-dessus. Oui, mais bien sûr, mais après le truc c'est que de toute façon de deux choses l'une, ou alors le festival de Cannes reste campé sur cette position et sur ces règles complètement absurdes comme l'a très bien dit David. Parce que tu peux pas légiférer ça en fait, tu peux pas mettre de barrières en fait là-dedans. Ce ne seront que des barrières fragiles et totalement artificielles. Des trucs, c'est fantoche en fait, quoi, tout ça. Ou alors ils le suivent et ce sera un festival qui va vivre avec son temps. Et le truc, c'est que moi je vois aussi là-dedans un retour de bâton sur les exploitants, c'est-à-dire que il y a un problème, je trouve, chez les exploitants français. Il y a qui est d'autant plus absurde dans ce débat-là qu'on se souvient tous de leur réticence à passer au relief. Bien sûr. Le relief, c'est pas un gadget, c'est pas simplement une façon en fait de donner plus de pognon à la salle. C'est aussi une façon de redonner du sens à la salle. C'est-à-dire que comme le cinémascope à une époque, comme la couleur à une autre époque, le cinéma se redonnait une position là-dedans. Et c'est d'ailleurs l'objectif de quelqu'un comme Cameron, qui est plutôt anti-Netflix, lui, pour le coup, qui, avec les prochains avatars, veut redonner un sens à l'expérience en salle. Et il y a cette hypocrisie complète, moi je trouve, chez les exploitants français, qui est d'une part de refuser en fait que le monde avance, et donc en mettant des bâtons dans les roues de Netflix. Et d'autre part de refuser d'évoluer eux-mêmes, de faire en sorte que ce qu'ils nous offrent, ce qu'ils nous proposent, qu'on puisse continuer à être pertinent en fait. Et se distinguer. À l'heure d'aujourd'hui, quand je demande où est-ce que je dois aller voir Ready Player One, on me sort de noms de villes dont je ne connaissais même pas l'existence, parce qu'on ne peut pas voir à Paris, la capitale de la France, le film dans des conditions jugées correctes aujourd'hui en 2018, quoi. C'est-à-dire en tout cas pour le prix auquel tu le payes. Et à côté de ça, depuis la fin des années 80, début des années 90, le marché du home cinéma s'est largement développé. Les conditions de diffusion se sont développées. Aujourd'hui, alors Netflix, c'est pas les meilleurs. Parce que tu as des exploitants qui font très bien leur travail, quoi. Il faut quand même le préciser par rapport à ce que tu dis. Ouais. Par rapport à ce que disait Julien de l'expérience en salle, je suis d'accord avec lui. Effectivement, le fait de t'isoler de ton monde immédiat et quotidien te met dans un état de réception qui est largement plus profitable, profitable au film, à l'expérience cinématographique. Et puis de le voir avec des gens aussi. Voilà. Mais rien ne t'empêche de recréer cette expérience chez toi, parce qu'aujourd'hui, tu en as techniquement, en tout cas, les moyens. Vu que les conditions de projection atteintes dans le milieu du home cinéma sont quand même vraiment très poussées par rapport à ce qu'on a pu connaître à l'époque de la VHS, et la photo, il n'y avait pas photo. Aujourd'hui, tu as moyen d'avoir une vidéoprojection avec un écran de 3 mètres de base et un son 7.1. Qu'est-ce que tu vas aller foutre chez l'exploitant d'à côté dont le matériel n'a pas été changé depuis 1982, quoi. Donc, tu veux, il y a ça à prendre en compte aussi. Si certains cinéastes aujourd'hui font moins la tronche à l'idée que leur film passe directement sur Netflix et ne passe pas par la case cinéma, c'est parce qu'ils savent aussi qu'il y a un certain respect de leur travail qui est assuré, tu vois. Les films, quoique, on a entendu parler de cas de recadrage sur Netflix dernièrement, donc ça reste quand même à surveiller. Et ce qui a donné à Netflix donc cette puissance, faut pas l'oublier, à la base c'est une entreprise
de DVD par correspondance. Ouais. Ça veut dire que c'était une boîte qui, par la force des choses, a très vite compris qu'il existait un public pas comptabilisé en fait, parce que ceux qui commandaient par correspondance, c'est ceux qui avaient juste aucun vidéoclub dans leur coin, au fin fond de la campagne, etc. Ils ont fait leur première fortune sur ces gens-là. Ils savent très bien qu'il existe un marché énorme, monstrueux, de gens qui n'ont pas accès à, et même pas accès à de bonnes salles de cinéma. Et c'est sur ces gens-là aussi qu'ils ont fait leur fortune. Et j'ai l'impression que Cannes, obsédé d'être justement une vitrine, c'est-à-dire en gros c'est comme si on ramenait le cinéma à l'idée de comédiens en robe de soirée qui montent les marches. Non mais vraiment c'est ça, il y a ça, hein. Ça n'est plus que ça quoi, tu vois. Cannes, depuis que j'entends parler du festival de Cannes, on te parle toujours du marché du film comme étant une espèce d'appendice à peine digne d'intérêt, alors que c'est la machine qui fait tourner tout le festival. On voit toujours le problème à l'envers, donc on joue toujours sur ce côté vitrine, sur ce côté comment dire, glamour et paillettes, qui est pas très loin à mes yeux, qui a jamais été très loin du marketing en fait. Mais on se pose pas la question du public et de son rapport au film. Or, je pense que ce qui fait l'identité d'un film, c'est le fait qu'il soit vu. Donc c'est le public, et c'est de lui dont il faudrait se préoccuper. Oui, et effectivement, là je rejoins aussi ce que disait Julien sur le fait que, je pense qu'aucun d'entre nous ne remet en question l'intérêt de l'expérience de la salle, et au-delà aussi des aspects techniques, effectivement le cérémonial et l'expérience sociale, le fait de voir le film à plusieurs. En même temps, on dit ça et on habite à Paris où justement on a accès très facilement à la salle et aux sorties, c'est-à-dire que les sorties dont on parle le mercredi, en France, il y a toujours un certain nombre de films qui sont très difficiles à voir en dehors de Paris. Sûr. Donc, et qui sont considérés comme des sorties salles, alors que si le même film sortait sur Netflix, beaucoup plus de gens en France y auraient accès. Donc il y a quand même ce truc qui est c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire que quelque part, Netflix c'est plus démocratique en fait. C'est ça qui est complètement fou, quoi. Voilà, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Il y a une aristocratie de la salle en France, quoi. C'est vrai que moi j'ai vécu longtemps en province et tout, et c'est super dur de voir un film en VO en province, quoi. C'est très compliqué, quoi. Et encore, ça s'est un peu amélioré avec le numérique et tout, mais alors, le temps de la péloche, tu avais des péloches dégueulasses qui arrivaient là-bas et tout. T'as une société quand même à plusieurs vitesses, hein. Tous les spectateurs ne sont pas égaux en France, hein. Et du coup, le problème, c'est que structurellement, le cinéma français est organisé pour empêcher la compatibilité entre cette approche démocratique de l'accès au cinéma et le fait de défendre l'expérience de la salle. C'est-à-dire que on se recroqueville coûte que coûte pour défendre la salle, finalement au mépris de l'accès au film. Et là-dedans, la chronologie des médias et dans ces enjeux-là, en fait, c'est pas pour rien en fait que le Festival de Cannes fait marche arrière, c'est que dans les lobbies et les rapports de force, les exploitants sont extrêmement puissants parce que c'est eux qui sont en contact direct avec les spectateurs. Et on ne peut pas, quand on est producteur ou distributeur de films, on peut pas ce serait se tirer une balle dans le pied que se mettre à dos les exploitants. Donc, dans les discussions, ils ont très souvent le dernier mot. Oui, et en même temps, ils se mettent à dos. Et eux-mêmes, à terme, à ne pas vivre avec leur temps, sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils se mettent à dos Netflix, qui pour le coup peut témoigner d'un rapport justement au public encore aussi important que celui auquel prétendent les exploitants. Mais je veux dire, on approche d'une configuration où en gros on va considérer qu'Orson Welles et Martin Scorsese n'ont pas leur place au Festival de Cannes. Oui, ça devient un peu ridicule. Ça devient un petit peu étrange. Il faut se méfier juste d'un dernier truc pour finir, c'est que pendant très longtemps, on a attendu en France l'arrivée de Netflix et Canal, qui était le mieux placé pour proposer une offre concurrente et alternative pour les attendre, a verrouillé l'ensemble des discussions sur la chronologie des médias et s'est arc-bouté et a attendu pendant très longtemps, ce qui fait qu'aucun concurrent notable n'a pu émerger et on se retrouve avec une société qui est américaine, qui paye ses impôts un peu à sa manière et qui est en train de retourner complètement l'industrie.
alors qu'on avait largement le temps de développer quelque chose d'efficace. Et j'ai un peu peur que la salle prenne un chemin un peu parce que quand similaire. tu vis pas avec ton temps, t'en payes le prix malheureusement. Quoi. On nous demande juste notre avis sur la position de Spielberg à ce propos, parce que c'est vrai qu'il a récemment commenté toute cette histoire en disant, en gros, si tu fais un film sur Netflix, tu fais un téléfilm, donc t'as pas ta place dans un festival. Moi, je la trouve super bizarre cette déclaration. C'était un téléfilm, c'est Ben, ça? c'est ça qui me semble bizarre aussi. Non seulement ça, mais en plus, je me souviens de cette conférence qu'il avait donnée avec George Lucas où ils annonçaient la mort en fait du cinéma et que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que il disait ça va se rétrécir à quelques films événements qui sortiront dans les salles IMAX, en gros les IMAX+++, et que toutes les œuvres un peu en dessous, en tout cas au niveau budget, au niveau spectaculaire, seront directement distribuées à la télévision de mémoire. Hein, je cite un peu ce qu'ils avaient dit en substance. Clairement le cas. Enfin, on se dirige complètement là-dessus, et je trouve ça super bizarre en fait du coup qu'ils disent ça. Pour moi, Spielberg sur les sujets politiques ou sociaux a souvent des prises de parole un peu incohérentes, et notamment sur cette question-là, il me semblait qu'il avait soutenu le projet de Sean Parker d'une forme de cinéma à domicile. Donc parfois, peut-être que en interview, il dit des trucs juste pour que telle personne soit content à tel moment. Enfin, je sais pas. Il veut pas il veut trop faire plaisir secouer. aux humains. C'est ça. Il essaie, c'est un métamorphe, il change de forme tout le temps. Le No Ciné Club continue. Avant notre prochain sujet, évidemment, il y a encore un petit jeu, vous en doutez. C'est dans Sgt Pepper. Tu vas la fermer, oui ou merde. On parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov. Et rien que pour faire plaisir à David Honora qui adore ça, qui m'en redemande à chaque fois, ce sera un jeu musical. Mais oui, comme on a parlé de Cannes, 5 extraits de 5 BO de films primés sur la croisette au cours des décennies précédentes. Comme toujours, le premier qui trouve a gagné. C'est parti, premier extrait. Julien a trouvé. Faut parler dans les micros par contre, hein. Non? Ah non, putain. C'est la musique de Blow Up Ah voilà, c'est ça. d'Antonioni. Herbie Hancock. Ah ouais, pas mal. Palme d'Or, 1967. 1967. Deuxième extrait. Conversation secrète. Voilà, bien sûr. David Shire. David Shire. Bravo, bravo messieurs. Palme d'Or, quelle année? 74, non? Bien, 74, effectivement. Troisième extrait. Paris, Texas. Oui, Ray Cooder, c'est ça? Ouais. c'est ça. Palme d'Or. 84. Bien, bien, bien. C'est que des chiffres en 4. Ouais, c'est pas mal. Quatrième extrait. C'est Laura Lula. Wyatt Earp. Non, c'est pas C'est ça. Laura Lula, ouais, C'est Laura Lula, ouais. Tout à fait, ouais, oui. Qui c'est qui chante? Bah c'est Nicolas Cage. Mais non oui. Ouais. Une chanson d'Elvis Presley. Palme d'Or. 9. Non, Non, 91, Non. 92. 90. 90. 90. Putain, merde. 90. Avant Eh ouais. Barton Fink. Eh ouais. Allez, cinquième et dernier extrait. C'est Pulp Fiction. C'est Pulp Fiction, ça, non? Bah oui. Mais alors, est-ce que vous sauriez me dire le nom du groupe et le nom du morceau? C'était le mot Tarantino. Oui, si, je l'avais. Non, je l'ai plus. Je l'ai. Non, je l'ai pas. The Lively Ones. Le morceau s'appelle Surf Rider. Surf Rider. Palme d'Or Toi, 94. t'as pas trouvé David, évidemment. quoi. Si, Franchement. mais j'ai pas dit fort. Tu l'as pas dit fort, mais tu le savais. Merci à tous d'avoir joué. Prochain sujet. Alors justement, pour faire suite à notre discussion autour de Netflix et des nouveaux usages, si beaucoup de réalisateurs sont passés au fil du temps de la bidouille, du bricolage de l'indépendance à l'opulence, aux largesses des studios, ceux qui font le chemin inverse pour retrouver la fougue expérimentale de leur début sont assez peu nombreux. Aussi, le talentueux Neil Blomkamp, qu'on suit depuis longtemps ici à nos ciné, ne cesse de nous intriguer avec son projet Haute Studio, son laboratoire à lui où il fabrique des courts-métrages tout à fait passionnants et d'où va partir son prochain projet de long-métrage qui sera en réalité une déclinaison d'un de ses courts, Firebase, une histoire de guerre de Vietnam mixée à de grosses louches de paranormal, une confrontation réelle imaginaire comme Blomkamp les affectionne. Une des particularités de la chose, c'est que le réalisateur semble avoir bien intégré l'émergence des nouveaux usages numériques, justement, et donc va faire appel au crowdfunding pour financer une partie du film. Ça y est, c'est fait depuis ce soir, il me semble. Il a par ailleurs choisi la plateforme de jeux vidéo Twitch pour présenter ses projets sous forme de mini-festival en ligne, assez inédit dans son genre. Est-ce qu'il a tout compris? Il y avait Steam aussi, hein, parce qu'on pouvait acheter ces cours sur Steam. Je vous invite à le faire d'ailleurs, parce que tu as avec des petits bonus. Tu as des artworks, tu as les modèles 3D en fait, des personnages
personnages numériques en fait qu'il crée. Et c'est réjouissant en fait. Tu regardes ça comme tu regardes une belle sculpture. C'est vraiment super. Moi, c'est un mec que j'aime beaucoup, Neil Blomkamp, je trouve que je trouve que les gens ont pas reçu ces films à la hauteur du talent, puis surtout de la proposition en fait qu'ils faisaient. Je trouve ça super triste en fait que Elysium et Chappie n'aient pas fonctionné du tout en fait, parce que c'était une voix dissonante en fait dans les grosses productions actuelles et finalement extrêmement rare. Bon, il a déjà une œuvre très cohérente, Blomkamp, mais en plus il avait des propositions de cinéma et puis surtout avec un héritage et une compréhension en fait de tout un tas de choses qui va du jeu vidéo à la japanime, en passant par les romans de cyberpunk, etc., qui venaient des tripes en fait. Il est habité complètement par ça, Blomkamp. Et rendu très organique par-dessus. Et en plus, oui, non, mais bien sûr, mais qui va avec tout ça. C'est-à-dire que je pense que quand tu lis ça, voilà, qui était doublé en plus d'une connaissance de l'intérieur des outils numériques. Il est natif de ça, lui. Il vient de là et il le comprend. Ses personnages, ses robots et tout, il les modélise souvent lui-même. Auparavant, je vous invite d'ailleurs à regarder les art-of de ces bouquins parce qu'ils sont super intéressants là-dessus et tu vois justement comment le processus créatif du mec peut fonctionner. Et le voilà donc qui a été débouté. Alors déjà il s'est mangé de plein fouet, surtout l'échec de Chappie qui a été quand même un échec bien cinglant quoi. Et puis aussi l'annulation de son Alien sur lequel il était quand même très très avancé, mais la Fox a préféré continuer à produire les âneries de Papy Ridley. Papy Scott qui apparemment en plus là était plus ou moins voilà, c'est ça en gros quoi. Malgré le soutien de Sigourney Weaver auprès de Blomkamp. Et alors moi ce qui me le rend encore plus sympathique Blomkamp, c'est que plutôt que de se dire je vais peut-être accepter une marvelerie ou un film de studio ou machin et tout, le gars en gros il a mis en jeu une grosse partie de ses moyens et alors, il a levé un peu des fonds, mais pas beaucoup. Il avait posté un petit gif en fait qui était à hurler de rire où il disait voilà le modèle économique de Hotz et c'était une grosse benne à ordures où on jetait des billets qui s'enflammaient en permanence quoi. Donc il met ses tripes en fait sur la table pour créer en fait Hotz qui est un labo comme il y en a pas en fait aujourd'hui. Il n'y a pas d'exemple. Voilà où lui c'est quand même un mec qui fait partie de la A-list. Enfin c'est un mec qui a quand même assez connu, qui pèse et tout aujourd'hui et qui donc se détourne du cinéma pour trouver autre chose où lui-même ne sait pas en fait. Et du coup donc avec Hotz il a livré depuis 1 an environ maintenant des courts-métrages, une série de courts-métrages qui sont moins en fait des cours qui finissent de A à Z, mais des espèces de pitch ou plutôt des propositions d'univers où il y a plein de petites choses dedans, plein de petites trouvailles qui sont absolument enthousiasmantes. Et non seulement ça, mais en plus alors c'est sur une variété totale en plus de genres, c'est-à-dire qu'il y a la SF un peu noire et un peu anxiogène comme dans laquelle il a pu s'illustrer auparavant. Il y a aussi des trucs complètement autres avec des comédies d'humour noir avec Alec Gillis qui est un gars qui fait aussi des effets spéciaux mais de maquillage lui pour le coup j'ai toujours trouvé que ce mec avait un vrai talent de comédien et il le prouve là où il fait une espèce de Pierre Bellemare du futur qui vend des outils pour cuisiner et ça finit toujours dans des gerbes de sang pas possible. Et il a fait aussi, c'est passé un peu plus inaperçu j'ai l'impression sur les réseaux sociaux, il avait fait des cours qui s'appelaient Adam qui était tourné avec la technologie en fait sur laquelle tout le monde planche actuellement au cinéma, qui est une technologie en précalculé ou en temps réel où en gros tu livres des images photoréalistes de films quoi, mais en utilisant une approche de jeu vidéo en fait. C'est comme qui est évidemment un truc qui est déjà là, qui était déjà assez présent d'ailleurs sur la fabrication de Ready Player One et qui le sera encore plus sur les suites d'Avatar. Et tout ça est très enthousiasmant et moi je me demande où il va aller en fait. Et donc là on arrive à un point où de toute façon je pense qu'il a plus beaucoup de liquidité. C'est-à-dire que en fait lui c'est ça aussi l'intérêt, c'est que ses cours il s'est dit
je les mets en accès libre, mais pour que les gens, pour les vrais fans, je leur donne la possibilité, pour une somme modique en plus, d'avoir, comme je le disais tout à l'heure sur la plateforme Steam, des bonus. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas suffi apparemment à créer un nouveau modèle économique. Donc là, ils se tournent, ce qui est totalement logique, vers le financement participatif. Et moi, j'ai totalement hâte de voir déjà quelle contrepartie il va proposer. Comment ça va marcher. Et puis comment ça va marcher, effectivement. Et si le film se fait. Alors, et en plus, il a pris Firebase, qui est avec Zygote. Moi, j'adore Zygote. C'est un truc qui se passe dans une base avec un monstre incroyable, avec une histoire d'intelligence artificielle. Je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu, mais une proposition là sur l'intelligence artificielle, mais qui est super enthousiasmante. Mais Firebase est aussi un film super stimulant, quoi. Et donc, ils veulent le développer en long. Et je suis très curieux de voir où ça va aller. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un cinéaste qui vit, pour le coup, on parlait de Cannes qui est en décalage avec ce qui se passe actuellement. Pour moi, Neil Blomkamp, il vit vraiment avec son temps et avec ce qui se passe en ce moment. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que, il y a un gap générationnel, pardon, effectivement, dans la consommation des images, on va dire, ou en tout cas de tout ce qui peut se rapprocher du concept de film. Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant par rapport à Netflix et Cannes. Mais moi, je sais qui suis d'une génération déjà passée. Mais non, j'ai à peine 78 ans. Non, mais j'ai remarqué un truc intéressant, c'est que la mise à disposition gratuite de ces projets a fait que j'ai mis plus de temps à les regarder, en fait. Oui. C'est gratuit, donc forcément c'est un peu... C'est marrant, alors que d'emblée les bandes annonces te montraient qu'on se foutait pas de ta gueule, que c'était quelque chose qui avait été aussi soigné. Il y a Sigourney Weaver là-dedans, c'est ça qui est génial. C'est ahurissant, c'est vraiment, pour le coup, ça mérite la salle, si tu veux, dans le soin avec lequel c'est apporté. Mais c'est sur YouTube, c'est gratuit, il y a cet aspect gratuit, YouTube, streaming, enfin, comme c'est une plateforme que tu utilises en fait pour picorer des images, souvent de mauvaise qualité, souvent... et en gros tu laisses tomber généralement cette plateforme pour passer au programme long, et le programme long il est sur un autre canal, il peut être effectivement sur Netflix, sur ton DVD, sur ton disque dur où t'as chopé, où t'as fait le plein, quoi. Mais pas du tout. Mais si, il y a des gens qui font ça, et donc il y a un gap en fait psychologique qu'on a peut-être pas franchi, mais que des gens un peu plus jeunes que nous l'ont fait, quoi. Et effectivement, la façon avec laquelle il les adresse directement à travers Twitch, notamment, et Steam en partie, ça montre bien que lui, il fait partie plus de cette génération-là, en fait. Donc, moi, je mettrais un bémol là-dessus parce que, justement, en tout cas, le comportement que tu décris vis-à-vis de YouTube est pas uniquement générationnel, mais est aussi lié à la manière comment YouTube est consommé de manière générale. Et mine de rien, alors c'est un peu en train d'évoluer parce que de plus en plus des audiences de YouTube se font vers le mobile et un peu aussi sur les télés connectées. Donc on peut voir, enfin ça c'est difficile à évaluer, mais potentiellement de plus en plus on regardera YouTube sur la télé comme Netflix, et en tout cas déjà beaucoup sur le mobile. Et du coup pour moi il y a un écueil dans lequel peut-être il tombe un petit peu, c'est-à-dire le risque de reproduire des formats narratifs existants et installés comme le court-métrage et le long-métrage, et de le mettre dans des canaux qui ne sont pas forcément les meilleurs pour le transporter. Et du coup, ça c'est un truc, d'ailleurs, sur ces questions, je vous invite à écouter le podcast NoTube qu'on fait avec Vincent Manilev qui parle de l'actualité de YouTube. On a notamment reçu Cyprien qui gère la chaîne française la plus suivie, et il nous expliquait qu'il avait du mal auprès de ses abonnés, il a plus de 10 millions d'abonnés, à faire passer la fiction. Et que quand il postait des courts-métrages, il avait beaucoup de commentaires de gens qui en fait préfèrent quand il fait des face-cam dans sa chambre tout seul. Mais ça c'est le public de Cyprien, le public de François Descraques, il l'a suivi en ligne. Et qui en même temps... Mais moi, ce que je trouve avec le public de François Descraques, c'est que justement, il a une forme narrative qui me semble plus proche de YouTube, avec aussi de la continuité, avec peut-être de l'interactivité, des détails à trouver qui vont faire qu'on va commenter.
un certain nombre de choses qui peut-être, en tout cas sont à penser. Et je pense que quand on diffuse un contenu narratif sur YouTube, c'est pas la même chose que sur Twitch, et c'est pas la même chose qu'en salle, c'est pas la même chose que sur la télévision, et qu'il y a un certain nombre parfois de choses qui peuvent relever du détail, mais qui vont avoir une vraie importance dans la manière dont c'est reçu. Et au-delà des barrières générationnelles, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est vieux ou parce qu'on est jeune qu'on va se mettre ces barrières-là ou qu'on va... Ouais. Non, je pense qu'effectivement, c'est en tout cas, pas encore très clair, et c'est pas définitif. T'as bien fait de noter. T'as bien fait de noter qu'il y avait effectivement de plus en plus de téléconnectés qui permettaient de voir YouTube, et du coup, ça entraînait automatiquement des programmes plus longs. Mais il y a un autre aspect quand Julien dit qu'il aurait pu céder à la facilité et aller faire une marvellerie. Moi, ces moyens métrages de Oates, je les ai vraiment vécus comme du comic book. Dans la façon justement avec laquelle je les ai consommés et l'esprit que j'y ai trouvé, j'avais plus l'impression de me taper un comic book qu'en dépensant 13 € pour aller voir, ce que je ne fais jamais d'ailleurs, pour aller voir un Marvel au cinéma. Et ça nous ramène à l'idée qu'à l'origine, le comic book, il est fait sur un papier de pas très bonne qualité parce qu'il est fait pour être lu dans les transports en commun et jeté à la poubelle. Mais que la qualité de certains comic books a fait en sorte que certaines personnes ont décidé de ne pas les jeter à la poubelle et de les mettre dans un meilleur écrin, si tu veux. Et j'ai un peu l'impression qu'on refait ce chemin-là, c'est-à-dire que c'est comme s'il lançait son propre Marvel à lui, si tu veux, son Marvelverse personnalisé, on va dire, en tentant un peu plein de formules diverses et variées, et pour des gens qui consomment dans les transports entre deux et qui entre guillemets ne jettent pas, mais le fait que ce soit du streaming, c'est comme si à la fin une fois que tu as regardé le programme, il est de fait à la poubelle, vu qu'il n'est pas conservé dans la mémoire vive de ton ordinateur. Enfin voilà, tout ça m'a ramené en fait à l'esprit comic book originel, on va dire. En tout cas, c'est cette vivacité, quoi. Après, toute la question, c'est de trouver un modèle économique là-dedans. Viable, Et c'est pour ça que c'était intéressant, Julien, quand tu parlais du crowdfunding et de dire je me demande quelle contrepartie il va proposer, parce que aussi dans les contreparties qu'il peut proposer, il y a potentiellement de la créativité, c'est-à-dire qu'il peut aussi utiliser le support et la manière dont fonctionne le crowdfunding pour apporter soit des éléments narratifs, soit des choses aussi qui vont susciter quelque chose pour le spectateur et créer de l'engagement. Et je pense que l'enjeu sur Internet, sur ce qu'il fait, et je suis assez, je trouve ça très intéressant le parallèle avec les comics, c'est-à-dire que l'enjeu serait de créer une communauté et du coup qu'il y ait des interactions et pourquoi pas même des créations qui émanent de la communauté, qui soient reconfigurées, donner du matériel à disposition des internautes. Mais voilà, mais tu crois pas si bien dire, et ça c'est un autre truc aussi qui est très intéressant, où je me dis qu'il a quand même compris beaucoup de choses, ce brave homme, c'est que par exemple il offrait quand tu achetais sur Steam, alors ça c'est pas pour tous ses cours mais pour certains en tout cas, il offre la marionnette numérique en fait de certains de ses personnages, pour que les mecs qui touchent un peu à la 3D puissent se réapproprier le personnage qu'ils viennent de voir. Ouais. Je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir un petit bout du futur en fait. Moi, quand je vois Oates sur plein de trucs, je crois pas délirer en fait en disant ça. Il y a un truc qui se passe là-dedans et ça fera peut-être pas long feu. Hein. Ça se trouve le studio va fermer rapidement, etc. Mais ça fait rien. Oui. Cette expérience-là, à mon avis, elle essuyé les plâtres. En tout cas. Elle portera ses fruits à un moment. Il y aura un moment un mec qui trouvera comment rendre ça viable économiquement et qui va capitaliser là-dessus et réussir à en faire quelque chose de conséquent et de vraiment important à mon avis pour l'évolution de l'audiovisuel, quoi. Clairement. Enfin de la création cinématographique. Ça y est, le crowdfunding est en ligne. Je regarde en même temps quelles sont les contreparties. Alors déjà ça part très bien parce qu'ils expliquent que s'ils ramassent $40, ils feront une vidéo de chat Firebase, et que s'ils font 100 millions, ils feront une trilogie. Donc comme ça au moins ils sont bien partis. Chaque personne qui participe recevra son nom sur les crédits.
3 updates des coulisses pendant la production du film, la pré-prod et la post-prod. Un lien privé pour le film ou un accès à un espace membre où ils pourront voir le film. Et un PDF du concept art de tout le film. Et après, par contre, ceux qui mettent un peu plus de thunes auront le poster signé par Neil et par l'équipe de Oates. Voilà, c'est pas mal. Bah ouais. C'est pas mal, on peut mettre jusqu'à $1000. Vous avez vos cartes de crédit? C'est bon hein? On va faire ça après. Il me semblait qu'il y avait une question sur ce sujet sur nos amis du web, mais en fait, peut-être que je me suis trompé. Non, on nous demande s'il fera Alien 5 finalement ou pas. Bah non en fait. Non, c'est mort. C'est à moi. Meilleure imitation de Ridley. On dirait un peu Moi, j'ai pas envie le qu'il vieil fasse- empereur qui meurt dans Dark Crystal. Ça. Moi, j'ai pas envie qu'il fasse ça en plus. Hein, moi. Non, Donc, faut plus, de toute façon. s'il doit revenir au cinéma, je veux qu'il repropose des trucs problème de la genre, originaux. ouais, J'ai pas envie de qu'il me refasse un perso comme Chappie. J'ai envie de ça, quoi. Il paraît qu'il fera Wonder Woman 2 aussi. Ouais, putain, la misère. C'est clair. On s'approche de la fin, vous pensiez y échapper, mais non, il y a encore un jeu. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Et celui-là, vous le savez, je l'adore, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Pareil, hein, celui qui récolte plutôt notre plus grande admiration. Allons-y. Alors, c'est ça? Oui. Ma création pour lancer et soutenir la fusion. Je crois savoir que vous utilisez des harmonies de Spider-Man fréquence 2. atomique. mais j'ai des enfants, qu'est-ce que tu veux? Je la connais, cette VF. Julien Dupuis est le seul à trouver à chaque fois C'est terrible. un instant VF dès le premier extrait. Mais parce Il est très beau quand même. Parce que il subit en projection de presse les versions originales. Mais c'est quelqu'un qui a grandi à la campagne, Julien. Donc la version mes racines, si tu veux, voilà, c'est ça. C'est magnifique. Moi, du coup, on n'écoutera pas le deuxième extrait, tant pis. Et on va passer directement à la suite. Et on va déballer les questions de nos amis internautes qui nous écoutent avant de prendre les questions de nos amis qui sont dans la salle, les quelques courageux qui sont restés, puisqu'il est déjà 4h du matin, jusqu'au bout. Alors, il y avait quelques questions. Je reprends un petit peu le fil des trucs qu'on m'a envoyés. Une série courte, Samurai Jack qui nous demande ça, une série courte dans le genre Godless sur Netflix aurait retenu l'attention de l'équipe ces derniers temps. Est-ce que nous avons une série courte à conseiller à nos amis qui nous écoutent? Je sais pas ce qu'on appelle une série courte. Je pense que c'est 8 épisodes peut-être, un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc on peut pas conseiller Chasseur de trolls en fait. Non, du coup ça marche pas. Parce qu'il faut l'avoir vu un minimum de 4 fois pour vraiment ça. comprendre les histoires. Tout. Non, vous n'avez pas de conseil série. Moi, j'ai suivi le conseil de David Honora sur Mrs. Maisel, qui est vraiment excellent. Ouais. Donc et c'est pas une série courte puisque c'est c'est 10 épisodes, mais il y a une saison 2. 8 épisodes, il y aura une saison 2. C'est pas une mini-série. Non, c'est pas une mini-série, Ouais. c'est ça. Comme Godless. C'est pas une mini-série comme Godless. On nous demande notre avis, c'est Last Geek Heroes qui nous demande notre avis sur la copie que Netflix a mis en ligne d'Abyss, qui apparemment est une copie Je l'ai pas encore HD, vu, que je n'ai pas encore vu non plus. Je ne l'ai pas encore vu non plus. David Honora. J'ai pas vu non plus. Ok, d'accord. La question très bien, étant aussi super. à quel format elle sera, parce que Abyss il a été exploité en 2.39 et il a été tourné en dématé en fait, donc on peut l'avoir en 85 aussi. Mais il faisait toujours ça en fait. Ouais. Cameron, il réfléchit en termes. Tout à fait. Ça veut dire cadrage sur les deux trucs. Nerd alert. Aujourd'hui, tu pourrais l'avoir en Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que bien le sûr. mec, quand il cadre, parce que c'est quand même quelque chose, les cadres Bien sûr. chez James Non, parce Cameron. que- Excuse-moi. Excusez-moi. Donc, monsieur Dupuis. non, mais le mec arrive quand même à cadrer sur deux formats. Enfin, je sais pas. faut savoir sur Il est pas de un cette génie, planète. voilà. sur la VHS américaine de Terminator 2, t'as plus d'images. Oui. Il y a des traits sur le combo, non? Pour cadrer sur Ouais, tout tout à format. fait. C'est ça la technique. Non, mais je mets ça en avant parce que Netflix, en fait, Le regard de haine. justement, à propos de Nerd, on leur doit un merci aux Nerds parce qu'ils ont Bien sûr. gueulé pendant des années C'est nous pour les le- nerds. Hein. pour le Pan Scan. C'est un peu grâce à eux que le DVD a eu les films dans leur format respecté. On a fini par s'habituer un peu à ça. Les écrans se sont élargis pour se réadapter aux films. Et là, aujourd'hui, on voit que Netflix, discrètement, remet un petit coup et commence à rogner certains films. Et t'as des blogueurs qui commencent à rogner. Est-ce que tu sais identifier le format? J'ai ça, c'est récupéré le son 2.39, effet. ça. Donc on est sur le 2.39. Voilà.
Et qu'on regarde du coup du Cameron sur un téléphone. Sur un téléphone. Bah, ça a c'est été un fait pour ça. sacrilège C'était conçu pour ça, absolu. C'est une hérésie. On nous demande Quiet Ring qui nous demande si on a vu A Quiet Place, si on a un avis. Apparemment, ça marche très fort. Non, mais Atlantique. ça n'a pas commencé encore en France, Oui. les projets, enfin, à ma Les projets connaissance. n'ont pas- quoi. n'ont pas Non, parce encore que ça tourné, sort c'est très ce qui me tard. semblait. Voilà. Ouais. Je suis très curieux de voir le film. Donc on est curieux, mais on ne l'a pas vu. Détective D 3 est annoncé. Ouais. Est-ce que ça va pas être un peu compliqué de le voir dans de bonnes conditions vu que c'est du HFR 3D? Alors normalement, si j'ai bien tout suivi, le distributeur a prévu de le diffuser notamment en 3D et en HFR en France. Sachant que le HFR c'est pas très compliqué, hein. Non, Il y a la mais plupart tu sais des qu'il en faut peu. projecteurs, oui bien sûr, mais la plupart des projecteurs sont capables de faire ça. Après, est-ce qu'il va y avoir des exploitants suffisamment couillus pour assumer ça? Enfin, c'est même pas couillus en fait, des visionnaires, enfin cohérents, voilà, Cohérent, c'est tout. logique. C'est à combien d'images par seconde? Alors je crois que c'est du 60. ouais, non, je crois que c'est du 48 encore. Ah, non, encore du 48. Ouais, je crois, je suis pas sûr, hein, mais voilà. Donc on a bon espoir de le voir Je en pense bonne qu'on qualité. notre tête doit exploser là. Bah, évidemment. quand on va Évidemment, voir avec ça. Détective D, ça va être super. Une question pour Rafik, tiens, Pierre Bannon. Pierre Bannon, tu connais? Non? Ça te dit rien? Bon, d'accord. Bah non. Bah non. Bah, excellent. Une question pour Rafik. Pourquoi défends-tu autant The Impossible? Merci pour ta réponse. Merci pour ta Ma question pour Pierre, c'est tu as vu le film? Je sais pas, moi, c'est pas moi. On répond pas une question par une question, Rafik. On a besoin d'une réponse, enfin. Merde. Pourquoi je défends The Impossible? Je crois que je défends The Impossible parce que c'est un des plus beaux films que j'ai vu au XXIe siècle. Et la confirmation que Del Toro m'avait pas menti, parce que Del Toro nous avait dit à l'époque, avant la sortie de l'Orphelinat, nous avait dit ce mec-là, il a les moyens d'être un Spielberg. Et je l'avais pris un peu de haut. Enfin, il y avait un côté, ouais, bon, c'est son pote, il essaie de le caser. De Quoi. le vendre, Tu l'avais traité de connard. hein, Exactement, j'ai un peu l'habitude je suis un peu rude avec Guillermo parfois. Et l'Orphelinat m'avait beaucoup plu, mais juste beaucoup plu si tu veux. Oui. Mais quand j'ai vu The Impossible, tout d'un coup ça m'est revenu dans la gueule, je me suis dit mais il a raison ce con. Ce type a vraiment le potentiel T'as de dit ce con? devenir un... T'as pas dit ce con. Si, je lui parle pas très bien, Guillermo. t'as pas dit Tu ce sais con. qu'il peut te payer un coup si tu l'appelles Cabron. Hein. Toi, sache-le la prochaine fois que tu le croiseras. Et donc, ça a été, voilà, il y a une sensibilité dans la mise en scène de ce film-là qui, me terrasse, tout simplement. Et voilà pourquoi je défends ce film. Ah bah, c'est plutôt une bonne réponse. Je pense que Pierre n'aime pas The Impossible. Mais je ne sais pas, écoute. Alors, il y a Sacha qui insiste très fortement pour avoir notre avis sur le cinéma de Nicolas Winding Refn. Alors, moi, mon avis est résumé par l'interview qu'il a fait de Friedkin, où Friedkin à la fin l'engueule pour lui dire qu'il n'est à la fin, cependant, c'est très embarrassant. c'est très embarrassant. Ça résume assez bien le personnage. Ouais, parce qu'en fait, Refn passe son temps, c'est sur les bonus de Sorcerer, je crois. Ouais. Refn passe son temps à dire qu'il est son héritier et Friedkin lui dit non. Donc voilà, moi ça c'est mon avis à moi. Votre avis moi à vous? j'aimais bien les pushers. Ouais, les pushers c'était rigolo. Voilà. Le troisième, moi, j'aime bien. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment. Le guerrier silencieux, non? Et peut-être aussi les pushers avaient pour eux que le mec mettait sa vie en jeu, littéralement, quoi, pour les faire. Bleeder, c'est pas mal. Enfin, Bleeder, il y a quand même des petites choses aussi dedans, je trouve, que j'aime bien. Mais voilà. Après, ça s'arrêtait assez tôt. Moi, je sais qu'à partir de Bronson, c'était très compliqué. Ça devenait compliqué. Non, d'un point de vue public, non, parce que c'est c'est l'inverse. Le virage poseur qu'il a pris, a fonctionné. Il fonctionne, hein, tout simplement. Mais peut-être pas trop sur la longueur non plus. Je sais pas si il faudra revenir dans quelques années. Effectivement, on aura des surprises, enfin ou pas. Alors il y a Silver qui nous demande un avis sur la bande-annonce du Don Quichotte de Guillaume. Il va falloir réécouter le début de l'émission, hein, parce qu'on a quand même passé 20 bonnes minutes dessus. Des nouvelles, nous demande Golgoth 33 de The Predator. Si on en a, de Shane Black. Non, ça sort à l'automne. Ouais. Aucune. Et pas plus que ça d'écho. Non. Je sais pas, il a l'air bizarre ce film en fait. On fait confiance. On verra, ouais. On fait confiance. Bon, Stéphane n'est pas là, donc on n'aura pas de news de McTiernan. Pourtant, on nous en demande. Xavier nous dit, ne serait-ce pas encourageant de voir Richet adapter Vidocq et refaire parler de la culture française qu'on avait oubliée jusqu'à présent? Ouais, le problème, c'est que c'est Jean-François Richet qui est sympathique, hein, mais au demeurant. Mais c'est pas. L'affiche est très belle, quoi. Il y a quelque chose à faire sur Vidocq. Et puis il faut nettoyer le personnage. Il y a quand même quelque chose à faire, tout à fait. Mais ce qui est
terrible, c'est que c'était une très bonne idée sur le papier à l'époque où le projet a été lancé. C'est notre ami David Fakrikian qui était derrière cette idée à la base, quoi, d'avoir compris très tôt que Vidocq est un super-héros et de surfer en gros sur le succès des Batman de Burton pour revivifier un peu ce pan de culture populaire française qui est complètement zappé par le public. Il aurait simplement fallu avoir un réalisateur à la hauteur. Mais le premier Vidocq, si vous le regardez, vous verrez que c'est basiquement l'origine story en fait, presque d'un super-héros. Roxane nous demande de nos réactions sur la bande-annonce des Indestructibles 2. Bon, ça va être une tuerie. Ouais. Voilà. Je pense, je sais pas. Non. Je suis toujours un peu triste. Moi, j'adore les Indestructibles et je suis quand même très content qu'ils retournent à ça. C'est un peu triste, quoi, qu'ils retournent d'une part à Pixar et puis en plus pour une suite. Bon, c'est un peu dommage. J'en profite pour. Mais après, on a eu des échos en fait sur la fabrication du film qui a été compliquée et ça a l'air incroyable. On va faire une dédicace à Mélodie qui, je pense, nous écoutera, qui écoutait régulièrement nos podcasts et qui un jour a eu l'agréable surprise d'être engagé par Brad Bird pour travailler sur Les Indestructibles 2. Et qui était storyboardeuse. Voilà. Une jeune fille très talentueuse et qui en partie construit sa cinéphilie avec vous, messieurs. Donc, quelle classe. Mais avec toi surtout. Mais surtout avec toi, Rafik. Il te les faut toutes. David. J'ai pas regardé le. Ok, super. Merci David. David ne vient que pour les pizzas. Sachez-le, si vous avez des questions pour David, il faut que ça concerne essentiellement les assaisonnements. On va prendre une dernière question avant de passer le micro dans la salle. H versus Evil Dead pousse les potards à fond avec sa saison 3. Est-ce que nous avons un mot à dire là-dessus? Nous dit Adrien. Alors je ne connais pas. J'ai pas vu la série. Alors j'ai pas vu la saison 3 en l'occurrence, moi. Pas vu la série. J'ai pas été ultra convaincu parce que j'ai vu jusque-là. Donc voilà. Hein. Écoutez, il y aura une projection à Paris si vous êtes parisien de Evil Dead 2. Exactement. Qu'il faudra ne pas rater. J'ai plus la date en tête par contre. On est en avril. On est en avril, c'est en juin du coup. Donc du coup c'est en juin, c'est ça. Ce sera en juin. Ouais. On vous mettra tout ce qu'il faut. Si vous voulez voir Rafik et moi. Au Club de l'Étoile, le ciné-club. Est-ce que vous serez nos ciné Bix. On sera nus. On fait ça nu, essentiellement. Ouais. On va prendre le micro qui est juste là, qui se promène par ici. Est-ce que vous avez des questions déjà? Parce que moi, je me lance dans le truc, mais peut-être que vous n'en avez pas du tout. Si tu en as une, allez, vas-y, dis-moi. Dis-nous tout. Bonjour. J'ai beaucoup aimé Ready Player One. Je l'ai vu pas mal de fois. J'ai entendu vos avis assez dithyrambiques dessus. J'ai entendu aussi pas mal d'avis qui allaient le contraire. Je ne remets pas en cause les avis. Tout le monde a son avis, c'est très bien. En revanche, dans les avis négatifs, un argument que j'entends qui revient souvent par rapport à tous ceux qui ont aimé, c'est que très peu de gens parlent de la façon dont les dialogues et le scénario ont été écrits. Beaucoup de gens reprochent que par rapport à d'anciens films de Spielberg de la grande époque, c'est un film très pauvre en termes de dialogue et qui a un scénario très pauvre et très simpliste. Et je voulais savoir votre avis dessus parce que dans votre émission, vous parliez surtout d'une grande partie du fond et vous parliez un peu moins de cette forme-là. S'il y a du fond, c'est que c'est pas si simpliste, je pense. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans Ready Player One. Déjà, c'est un film qui est un film familial, donc accessible à tous, donc avec des dialogues qui ont la charge à la fois de transmettre des informations de façon accessible, tout en dévoilant les motivations plus ou moins cachées des personnages. Non, je vois pas de facilité dans les dialogues de j'arrive même pas à comprendre cet argument, en fait. Je vais préciser. Vas-y. Souvent, on parle par exemple des Indiana Jones, de Jurassic Park, de E.T., où on parlait de la richesse des dialogues. C'était une manière d'écrire de l'époque où la façon dont les personnages se répondaient, il y avait quelque chose de très riche. Et là, beaucoup de gens reprochent souvent que c'est quand même assez pauvre. Je suis pas du tout d'accord. Jurassic Park s'est fait accuser d'être un film débile. Enfin, à sa sortie, Les Aventures de l'Arche perdue était considéré comme un film débile à sa sortie. Enfin, c'est le lot de tous les films de Spielberg depuis le début. Donc, je vois pas ce qui a changé à ce niveau-là. Il y a quand même un truc, je dois dire, puisqu'on est sur ce film et sur les réactions qu'a pu susciter notamment le podcast qu'on a fait, qui sont, je trouve, très violentes, quoi. Les gens, il faut prendre un peu de drogue. Hein, non, mais c'est pas ça. C'est que mais je peux le comprendre parce que nous on est enthousiastes, donc je pense que ça contrebalance par ça. Mais je sais pas. J'ai quand même l'impression que les gens se trompent de combat. Enfin, je vois pas pourquoi un film comme Ready Player One attise autant de haine. Et à mon avis, on verra. Mais Avengers 3, ça va passer comme une lettre à la poste.
contraposte, c'est-à-dire qu'il va y avoir les fans hardcore qui vont y aller, qui vont défendre à fond le truc, puis les autres qui vont faire comme si le film n'existait pas, quoi. Et je trouve ça dommage en fait qu'il y ait cette passion négative sur Ready Player One qui, quoi qu'on pense du film, qu'on estime qu'il puisse avoir des défauts, je sais pas, est quand même une proposition originale et enthousiasmante de cinéma. J'avoue que j'ai été assez étonné par les réactions. Enfin, je sais pas vous autres, mais non, mais en plus sur la question du scénario et des dialogues, c'est déjà particulier de le comparer finalement aux autres films de Spielberg plus qu'aux autres blockbusters contemporains. Et par ailleurs, justement, c'est un aspect qui, dans ce sens-là, ne relève pas que de Spielberg. C'est-à-dire qu'au cours de sa carrière, il a travaillé avec des scénaristes différents. Du coup, le point de comparaison est pas forcément dans la film de Spielberg lui-même. Nous, ce qui nous a plu dans le film, c'est déjà un plaisir au premier degré de mise en scène et avec des séquences qui, encore une fois, dans l'environnement des blockbusters actuels, moi, me paraissent complètement hors du commun et je veux dire hors catégorie. Et au-delà de ça, un fond et un aspect symbolique. Enfin, voilà, en fait, j'ai lu des gens qui nous reprochaient de s'attarder sur l'aspect symbolique du cinéma de Spielberg, qui pour moi, c'est le truc complètement essentiel dans toute sa filmographie. Et le truc aussi que j'ai envie de dire avec cet argument-là, c'est que j'ai l'impression que c'est souvent des gens qui réfléchissent au cinéma en termes littéraires. C'est-à-dire que la complexité, le fond qu'il y a dans Ready Player One, c'est par exemple la mise en abîme des personnages qui vont regarder les souvenirs d'un créateur qui est en train de lui-même de créer le truc dans lequel ils sont eux aussi, avec un autre personnage, alors je vais pas spoiler, mais un autre personnage qui est important en fait dans ce qu'ils sont en train de regarder. Et c'est comme et tout ça nous est amené par des dialogues encore une fois accessibles au plus grand nombre. La difficulté, c'est génial sur ce que ça dit là, sur la création, sur cette mise en abîme et sur ce reflet, ce renvoi et sur ce rapport à l'image, ce rapport à l'avatar, ce rapport à leur présentation, sur le rapport dans les relations sociales aussi et tout. Je veux dire, c'est la même. En plus, c'est un argument qu'on entendait déjà sur Avatar, etc. Mais c'est pareil, quand dans Avatar, le ICU à la fin entre Neytiri et Jack, pour moi, il est lourd de sens. C'est pas parce qu'il n'y a pas c'est pas parce que c'est pas verbeux, c'est pas parce que c'est pas du Christopher Nolan, que j'aime bien moi, Christopher Nolan par ailleurs, mais c'est du cinéma très verbeux. Christopher Nolan qui surligne justement les moindres un peu percées d'intelligence qu'il peut y avoir comme ça. C'est pas parce que c'est pas surligné comme ça qu'il n'y a pas un fond là-dedans. Et je trouve que dans Ready Player One, l'utilisation par exemple même des icônes et des références fait sens. Par exemple, enfin moi, je pense quoi. Et puis il y a plein de trucs à décoder, c'est riche quoi. Et puis le scénario, c'est pas quelque chose qui se lit, c'est-à-dire que, on peut le lire, mais c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que ça me paraît absurde de décorréler le scénario dans sa forme écrite, c'est-à-dire à la fois la structure de l'histoire et les dialogues de ce qui se passe à l'écran, parce que justement, regarder le film en fermant les yeux, et des éléments que tu captes aussi, parce que je vois beaucoup de gens qui parlent du scénario des films qui n'aiment pas. Ça va faire péteux de dire ça, mais ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un scénario et à quoi il est censé servir. Ce n'est pas une finalité, le scénario. C'est pas une finalité. Par contre, sa fonction est aussi de transmettre un nombre très très conséquent d'informations qu'on ne ressent pas comme étant des informations qui nous sont distillées et on n'est pas gavé, si tu veux. Contrairement, justement, encore une fois, j'aime bien Nolan, mais ces séquences de dialogue qui n'en finissent pas, c'est juste pas possible. Les films qui se font accuser d'être des films simplistes, c'est des films comme Mad Max Fury Road, Gravity, Pacific Rim, j'en oublie encore dans le lot, Avatar. Avatar, moi j'ai passé 6 mois à penser à ce film et à tout ce qu'il voulait dire. Donc essayez de me convaincre que ce scénario est nul. Il y a un truc pour un contre-argument qui est très concret en fait là-dessus, qui est vachement intéressant d'ailleurs, c'est dans les bonus de Gravity où il y a un bonus uniquement sur l'écriture du scénario et qui n'est pas assez long d'ailleurs à mon sens, mais je trouve que c'est intéressant pour justement ce genre d'argument parce que on voit où se concentrent en fait les efforts des scénaristes et des écrivains en fait et en quoi c'est compliqué en fait d'écrire un scénario comme Gravity et pourquoi c'est un film écrit.
profondément écrit. C'est pas juste, voilà, elle a un accident, puis elle va tourner autour de la Terre et elle va arriver sur des trucs. Non, c'est profondément écrit, justement. C'est ça qui est marrant. À une époque, j'ai l'impression que c'était plus explicite et plus explicitement compris, notamment, je pense aux années 40, dans le Hollywood des années 40, que la plus grande classe, c'était d'être invisible. Au niveau de sa mise en scène, comme au niveau de l'écriture. C'est-à-dire qu'on considérait que si t'arrivais à être brillant, à ne pas sentir l'auteur, et à pas sentir l'auteur, à donner l'impression de facilité, c'était le meilleur des meilleurs. Et j'ai l'impression que le public a oublié ça, en fait, qui préférerait des choses laborieuses où on utiliserait plein de mots compliqués pour dire des trucs. Bon. Parce que c'est il y a une gratification un peu factice là-dedans. Il y a un truc au sujet de Spielberg que je recommande, c'est de voir le documentaire HBO qui est sorti sur lui il y a quelques temps. Et en fait, au début du documentaire, il raconte, il fait une sorte de profession de foi de comment il est arrivé à se dire qu'il voulait faire du cinéma, et en même temps il était découragé dès le début en se disant j'y arriverai jamais. C'est en voyant Laurence d'Arabie de David Lean, et il parle de deux séquences dans le film dans lesquelles on voit Peter O'Toole en fait d'abord se contempler dans son couteau, puis plus tard dans le film retrouver son reflet à la fois complètement meurtri, ensanglanté, etc. Et il disait voilà, c'est en deux séquences d'une simplicité extrême, j'ai compris quelque chose qui me dépasse complètement et qui me bouleverse. Et voilà, si tu lis ça sur un scénario, tu peux avoir l'impression que c'est simple, tu peux avoir l'impression que c'est pas intéressant ou que c'est débile. Sauf que en fait c'est grandiose, et c'est ça le cinéma, et c'est ça qui anime Spielberg, et c'est ça qu'il y a aussi dans Ready Player One. Pas mal. Bon, tu as une réponse in extenso là pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, oui. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, c'est un joli t-shirt. Les gens ne voient pas. Mais... Non, les gens ne voient pas. Merci beaucoup. Vous l'avez qu'à l'imaginer. C'est quoi, c'est l'Anacatomy Plaza? Ah oui, c'est l'Anacatomy Plaza. J'avais rien d'autre. Du coup, la question, c'est par rapport à l'avancée donc des technologies, comme on en parlait tout à l'heure avec Netflix et Oates. Du coup, donc je reviens sur ce que vous avez dit, Monsieur Dupuis. Du coup, c'est vrai que c'est très enthousiasmant. Moi-même, j'avoue être fan et avoir pris part à l'expérience du coup quand c'était en streaming. Maintenant, je dirais par rapport à ça, est-ce que vous pensez que cet incubateur du coup de nouvelles idées technologiques dont Cameron et Blomkamp maintenant sont les chantres, est-ce que vous pensez que ça va justement ça va devenir une espèce de truc trending? Est-ce que vous pensez vraiment que des gens vont vraiment surfer sur la vague et que ça va s'améliorer du coup avec les années à venir du coup? Il y a deux choses. Moi, je pense que ça serait trending, comme vous dites. Enfin, ce serait tendance, et ce serait une vague s'il y avait un modèle économique déjà. Là, c'est un peu suicidaire ce qu'il fait, Blomkamp. C'est compliqué, à mon avis. Je pense que son agent, il doit tirer grave la gueule, quoi. Ça doit pas être la joie quand il va le voir. Donc, il y a ça. Après, moi, le truc, et ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est aussi pour ça que je pense que c'était intéressant de parler d'autres, c'est que c'est une évolution en fait. C'est une évolution comme pour Netflix, organique, qui de la même façon que je pense que le cinéma virtuel est une évolution logique vers laquelle le cinéma se dirige de toute façon. Et il y a une fatalité en fait là-dedans. Je pense que il y a quelque part dans le projet de Oates une évolution assez logique dans la façon de concevoir et de réfléchir au film et de toucher le public, quoi. Je sais pas si ça répond à vos questions. Mais, c'était dans le sens où justement cette évolution va être, je pense, plus acceptée par le public du fait que justement ça s'appuie sur le support YouTube, que c'est direct en streaming, qu'il n'y a pas vraiment d'ordre dans lequel les regarder, et que ça délivre du coup un contenu de qualité même des fois supérieur à ce qui se fait aujourd'hui au cinéma. Donc je pense que le public peut suivre parce qu'il sait que justement, comme vous disiez tout à l'heure, on se fout pas de sa gueule, contrairement à certaines marveleries ou autres. Mais ça prend du temps en fait, c'est ça le problème, toujours. Quand tu fais du qualité, un truc nouveau pour que le public trouve son chemin en fait là-dedans, ça prend toujours du temps en fait. L'immédiateté, c'est toujours plus facile. Avengers 3, c'est quand même malgré tout ce qu'ils essayent de nous faire croire chez Marvel. C'est plus évident, c'est plus facile. Là, c'est compliqué ce qu'ils essayent de faire. Donc voilà. Et la complexité, c'est toujours plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci non, Thomas. Toujours pas. Non. C'est un abruti. Pourquoi? La complexité, c'est toujours compliqué.
C'est ça que j'ai dit. J'ai dit ça. Ouais. Putain, Tu es fatigué. je suis fatigué. J'ai dit des trucs complètement débiles. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, si on avait une dernière question qui m'a fait rire, parce qu'on pouvait y répondre de manière très rapide. C'était Sacha encore qui nous demandait notre alien préféré. Alors vous avez chacun, vous dites le chiffre, votre alien préféré. Ton alien préféré. 2. Voilà. Alien avec un S. Oui. Le 1 quand même, ouais, je crois. Je sais pas, c'est dur. Hein. Putain, c'est super dur. Je suis partagé. Partagé. Ouais, je suis vraiment partagé, ouais. Entre les deux derniers. Non, tu sauras pas. Tu décideras plus tard. Tu te diras dans une prochaine Covenant, émission. tout le monde sait que c'est le meilleur. Je sais bien que c'est Covenant le meilleur, mais je voulais t'entendre le dire. Moi, c'est le 1, si personne me pose la question, mais bon, moi, je vous le dis quand même. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce No Ciné Club. Merci au public d'être restés les valeureux, courageux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci pour vos questions. Merci à Jules à la technique et à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et puis, on vous dit à très vite. Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud!